Bonjour à tous et merci d'être à nouveau avec nous pour ce 11e webinaire dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Le titre de ce webinaire est « La réduction des déchets, un potentiel d'affaires dans l'économie monégasque ». Le Monaco Economic Board a donc décidé d'organiser ce webinaire en partenariat avec la banque UBS qui a mis en place une vraie politique de développement durable, mais aussi en collaboration étroite avec les acteurs incontournables de cette démarche en principauté. La production des déchets dans le monde est évaluée à 2 milliards de tonnes par an, soit environ 70 tonnes de déchets générés chaque seconde. Pendant que nous parlons, 70 tonnes, 70 tonnes. Face à ce constat, la réduction des déchets reste une démarche essentielle afin d'économiser les matières premières épuisables, de limiter les impacts sur l'environnement et de diminuer le coût des déchets et de leur gestion. Il est donc temps d'agir. Avec nos intervenants, nous allons essayer de mieux comprendre les enjeux d'un point de vue global, mais aussi et surtout de regarder ce qui se fait à Monaco et comment cette démarche de réduction des déchets peut être vertueuse d'un point de vue économique. Pour cela, nous sommes en présence d'un panel de 6 spécialistes qui nous promettent un webinaire aussi passionnant qu'instructif. Alors, je commencerai par Madame Antonia Sariska, analyste en investissement durable à la direction des investissements du groupe chez UBS Global Wealth Management. Elle aide les investisseurs du monde entier à orienter leur capital vers des actifs durables qui soutiennent un changement positif. Bonjour Antonia. Céline Varegno, la suivante, est très sensible à la problématique des déchets. Elle est engagée dans une association locale sur cette thématique et elle a intégré en 2018 la SMA, Société monégasque d'assainissement, au poste de responsable du pôle prévention et recyclage des déchets. C'est donc une éminente spécialiste du recyclage des déchets à Monaco. Bonjour Céline. Nous avons aussi avec nous Madame Annabelle Gégère-Sédou, bien sûr, qui est particulièrement engagée dans le domaine de l'environnement, puisqu'elle a notamment été directrice du développement à la Fondation Nicolas Hulot. Annabelle a rejoint le gouvernement princier en septembre 2018 en qualité de directrice de la mission pour la transition énergétique de la principauté et elle nous fait l'honneur de sa présence à ce webinaire. Bonjour Annabelle. Bonsoir Guillaume. Nous avons aussi Sébastien Hucher qui est passionné de sport et chef de projet chez Decathlon. Son rôle est de développer le potentiel durable des magasins en France, des magasins Decathlon. Donc vous imaginez la taille de sa tâche, elle est vaste. Il est également élu chargé du développement durable à la ville de Menton, c'est donc aussi un régional de l'État. Il est président de l'association environnementale Stand Up for the Planet. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Nous avons aussi avec nous Kate Powers. Alors Kate Powers, qui est une citoyenne monégasque d'origine américaine, extrêmement connue en principauté, est la copropriétaire du restaurant familial Stars and Bars depuis 1993. Elle est cofondatrice de Monacologie et à l'origine du Monaco Green Team, composé de représentants du gouvernement, des associations du secteur privé, ainsi que des Eco Angels. Elle est également ambassadrice du Pacte national pour la transition énergétique. Bonjour Kate. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Enfin, nous avons M. Bruno Nabet. M. Bruno Nabet a créé 3S Innovation en 2013, une société monégasque qui stimule, structure et soutient l'innovation pour des entreprises et entités gouvernementales monégasques en particulier, comme la MTE, la DEE, et puis aussi de grandes entreprises dans l'emballage et des produits de grande consommation. Merci Bruno d'être avec nous. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors, nous avons une petite particularité sur ce webinaire. Nous avons la possibilité de traduire tout ce qui est dit et actuellement, mes paroles sont traduites en anglais. Pour avoir le canal anglais, vous pouvez choisir le petit icône en bas de votre écran qui dit interprétation et vous avez le choix entre l'anglais, le français ou alors tout simplement la langue par défaut, donc qui sera en l'occurrence le français. Je vous remercie de cliquer dans la langue de votre préférence, de votre choix. C'est la première fois que nous faisons un webinaire traduit simultanément après celui du yachting pour un événement local comme celui et celui-ci lors de la semaine de la réduction des déchets. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole aux spécialistes dont nous avons ici un très beau panel. Je vais commencer tout simplement par Madame Antonia qui nous a rejoint. Oui, Sariska, pardon. Madame Antonia Sariska, qui va, dans la langue de Shakespeare, mais donc en traduction française pour vous, nous parler un petit peu d'une vision globale du sujet de la réduction des déchets.
ce qui nous permettra d'enchaîner ensuite avec la présentation de Madame Céline Varegno et celle de Madame Annabelle Sédou. Merci beaucoup et nous vous écoutons, Antonia. Thank you very much for the kind introduction, and thank you for having me this evening. I think it's going to be an excellent discussion about waste management, because waste is all about opportunities, and we're going to see some excellent examples this evening. I wanted to begin by setting the scene a little bit on what we believe the state of waste is globally. I hope you can see my slides at this point. And how we can find opportunities in waste reduction. And I hope that this will be helpful for you, as well as for your colleagues, as well as for your business partners in making decisions about waste management and sustainability. Now, we know that waste takes various forms. We know there's various definitions of waste. What we're going to be focusing on today is what we call solid waste or municipal waste, which is what is probably most obvious to us as consumers, as citizens, as regulators, as investors. And as you can see from the slide, the majority of that solid waste comes from food and green materials, from paper and cardboard, and from plastic. Tackling these three areas will be fundamental to driving the economic results that we expect from waste reduction, as well as solving some of the most pressing environmental challenges that we have on the planet. Actually, waste was not all created equally, and we see a large distribution across all regions. US and China being the front runners in terms of waste creation, closely followed by Brazil and Japan. So the largest economies in the world obviously contribute to more waste. But as we can see on the map, waste is everywhere and it's everyone's problem. So tackling waste is a global issue, but it also has regional implications. When we think about economic opportunity in waste, it makes sense to first identify what these regional implications are. And as you can see here on the left-hand side, we've distinguished between high income, upper middle income, lower middle income, and low income countries. And you can see how the distribution of how we waste actually differs. So in our part of the world, a developing world, more of the high income countries, we actually waste more materials once they have been already produced. So we would waste food that we already bought in our supermarkets. We would waste plastic and packaging that's already reached our households, and so on. In contrast, if looking at more of the developing markets, a lot of the waste would occur in the actual value chain, the actual production process, in transportation, in infrastructure. So how we tackle waste actually would differ depending on what is our main purpose, what is the composition of our waste management systems in order to be more effective. And as I said, waste is an economic opportunity. And we believe that it makes a lot of sense to continue to actively invest in waste reduction in order to harvest that economic opportunity. When we think of these investment areas, we mainly think of three of those. The first one is reduction of waste in operations. Conventional companies, conventional operations, conventional supply chains can all become more efficient, use less resources by wasting less resources. And this in turn would help lower cost, increase efficiency, increase effectiveness, and ultimately benefit those companies and areas of investment in a positive way and allow them to harvest more economic profit. The second option would be to invest in dedicated waste management capabilities. For example, in recycling capabilities, wastewater treatment, and so on. And there, what we're now trying to do is we're trying to recycle and upcycle materials in order to make our investments go a longer while, same as our budgets. And the third area that we will think of is engaging across the value chain to improve the overall waste management. So that means engaging across different stakeholders in different partnerships, building cohesive policies that address whole industries and whole markets and whole regions in order to be able to enable these players to reduce waste and ultimately, again, harvest the economic opportunity. So I guess the focus of the discussion here will be to think about how waste is a positive thing. And we need to spin the conversation around how waste reduction could actually help our economies, but also communities. At the same time, we know that doing nothing is no longer an option.
And if we think, for example, of food waste, we can see that the implications go beyond what we normally see on our table. We actually waste up to 30% of food. And again, in the case of our countries, we waste it when we already bought it at the supermarket. And this has its own implications. We can see that $5.7 trillion is the cost of food production and waste. And at the same time, 10% of the world population goes to bed hungry. We know that 5 million of lives are threatened due to the unsustainable food production as a result of exposure to pesticides, as a result of unsustainable agricultural practices, as example of lower shelf life and infectious-related diseases coming from food. Again, 5 million people's lives being threatened if we don't address food waste. And last but not least, we of course think of our environment and the carbon footprint food waste would have in general. Actually, it's responsible for 8% of the global greenhouse emissions. Needless to say, waste reduction is something that needs to be tackled. It's a source of great economic opportunity, but also there is a cost to doing nothing, and that cost actually transmits onto us as humans and onto our communities. Please join me in the panel discussion, and I hope we can address some of these topics in a fruitful way. Thank you. Merci beaucoup. Merci Antonia. C'était une présentation tout à fait claire qui a le mérite de cadrer le sujet. Merci pour l'apport de votre expertise. Alors maintenant, nous allons voir sur le terrain ce qu'il en est du côté de Monaco par rapport aux recommandations que vous émettez, bien évidemment. Qu'est-ce qui est réalisé? Et pour cela, donc, j'appelle nos éminents spécialistes, nos éminentes spécialistes d'ailleurs, que sont Madame Annabelle Gégère-Sédou, qui va prendre la parole juste après Madame Céline Varegno. Alors Céline, c'est à vous. Céline? Oui, pardon. Ah, c'est bon. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rose. Merci beaucoup, Antonia, pour cette présentation des enjeux globaux en matière de gestion des déchets. Pour ma part, moi, je vais plutôt partager des éléments sur la gestion des déchets au niveau local, donc à Monaco. Et donc, voilà, ce qu'il faut savoir, donc Antonia le précisait, hein, chaque territoire est différent et a sa spécificité et l'analyse doit se faire plutôt au niveau local pour bien comprendre quels sont les enjeux et du coup, quels sont les leviers d'action. Et donc, en principauté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux modes de traitement principaux pour les déchets. Donc, d'une part, la valorisation énergétique pour les déchets qui ne sont pas recyclables, autrement appelée incinération, mais incinération avec une version un peu plus high-tech, puisqu'il y a un système de cogénération qui va permettre de chauffer et de refroidir les habitations du quartier de Fontvieille. Et puis, d'un autre côté, la valorisation matière. Donc, on parle de recyclage. Et donc, cette partie recyclage va permettre de donner une seconde vie à une partie des matériaux qui sont dans les emballages. Voilà. Donc, concernant les déchets qui vont aller à l'unité de valorisation énergétique qui se trouve à Fontvieille, il y avait en 2019 à peu près 37 000 tonnes de déchets, tous secteurs confondus, donc c'est-à-dire économique, administration et habitation, enfin ménage. Et en 2020, ce sera forcément un peu moins, puisqu'avec la crise sanitaire, l'activité économique a été un peu réduite et donc le volume des déchets qui ont été produits était moins important que d'habitude. Voilà. Et pour les déchets qui sont envoyés en filière de recyclage, il y avait environ 5 000 tonnes en 2019. C'est en gros ce qu'on retrouve dans les bacs jaunes, donc emballage, carton, plastique, métal, papier, ce qu'on retrouve dans les bacs verts, donc les bouteilles en verre, les bocaux, les pots, les gros cartons, notamment issus des commerçants, et puis les déchets d'équipements électriques et électroniques. Voilà. En termes d'organisation, c'est plus ou moins la même pour les ménages que pour les entreprises, avec quelques services en plus pour les entreprises, notamment une collecte des cartons bruns auprès des commerçants pour leur permettre d'évacuer ces déchets recyclables.
une collecte du verre pour les cafés, hôtels, restaurants qui se fait 7 jours sur 7, et ça c'est un peu unique. Il y a très peu de territoires qui permettent ce système-là, donc ce qui permet de capter beaucoup de verre et donc de favoriser le recyclage de ce matériau qui est inerte mais qui peut se recycler à l'infini. Et puis une collecte de papier de bureau pour certaines entreprises et administrations. Voilà. Et ce qu'il faut noter, c'est que la SMA, qui est sous concession de la direction de l'aménagement urbain, donc du gouvernement princier, est en train d'opérer une transition numérique, puisque les camions sont équipés d'un système de pesée embarqué, et tous les bacs de la principauté sont désormais pucés, ce qui va permettre d'avoir des informations sur le poids des bacs, et donc d'orienter davantage les actions de sensibilisation, tant sur le tri que, et c'est l'objet de cette semaine européenne de la réduction des déchets, que sur la réduction à la source. Voilà. Et ça va aussi permettre d'optimiser les tournées de collecte, puisqu'on pourra aller collecter directement les bacs qui sont forcément pleins et éviter d'aller faire des tournées pour collecter des bacs qui sont à moitié vides. Voilà. Et puis en 2021, autre changement, c'est que l'ensemble de la flotte des bennes thermiques va être remplacée par des bennes électriques, ce qui va permettre de réduire, vous imaginez bien, les nuisances liées à la collecte des déchets. Voilà, en gros, pour l'organisation, c'est très schématique, hein, parce qu'il n'y a qu'une partie des données, mais voilà pour les enjeux locaux. Et donc, Monaco, en fait, est un modèle qui est entre l'économie linéaire pure et l'économie circulaire. Donc, pour rappel, en fait, une économie linéaire, qui est historiquement celle qui est en place et qui est celle qui fonctionne dans la plupart des pays du monde, consiste à extraire des matières premières pour fabriquer des produits qui seront ensuite consommés et puis qui vont être jetés et transformés en déchets. Et ces déchets, ils vont devoir être éliminés. Pour l'anecdote, éliminer, ça vient du latin eliminar, qui signifie mettre dehors. Donc, dans ce modèle d'économie linéaire, le principe, c'est qu'une fois que le produit est consommé, on va chercher à s'en séparer, le faire disparaître, alors selon plusieurs modes. Dans certains pays où il n'y a pas de système de traitement, ils vont être abandonnés dans la nature, sur la terre ou dans la mer. On a tous vu des images avec ces volumes de plastique qui jonchent les plages de certains pays, où ils sont enfouis. Il y a pas mal de pays qui ont des centres d'enfouissement technique, où les déchets vont être du coup mis sous terre. Alors, il y a des cuves spéciales pour protéger les nappes phréatiques, mais ce n'est quand même pas le meilleur mode de traitement, où ils vont être incinérés avec une valorisation énergétique, comme c'est le cas à Monaco. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle est devenu problématique avec l'ère industrielle et la création des déchets persistants. Puisque avant la transformation des matériaux, donc avant l'ère industrielle, les déchets, c'était finalement des restes de produits naturels. Il y avait des aliments et donc ils pouvaient retourner à la terre. C'est-à-dire que si les gens les jetaient par la fenêtre, au bout d'un moment, ils se dégradaient tout seuls par la force de la nature. Et donc, quelques temps après, ils n'y étaient plus. Aujourd'hui, avec la transformation des matériaux, c'est différent. Je vous mets au défi de laisser une bouteille dans la nature en plastique. Et vous allez voir que quelques dizaines d'années plus tard, il en reste encore une partie des matériaux et plus les microparticules qui seront intégrées dans les nappes phréatiques. Donc, c'est pour cette raison que l'économie linéaire, avec les produits et les déchets qu'on a créés, n'est plus soutenable, puisqu'il y a des déchets qui sont polluants et qui vont persister si on ne leur trouve pas un système de traitement. Et à l'opposé de cette économie linéaire, on va avoir une économie dite circulaire qui va consister à réintroduire dans l'économie des biens suivant plusieurs cycles d'utilisation et donc de limiter considérablement ce qui va être jeté. Par exemple, à la place de la bouteille en plastique, une gourde en inox, vous pouvez la réutiliser des dizaines, centaines et peut-être même des milliers de fois avant de vous en séparer. En pratique, dans les économies modernes, comme c'est le cas à Monaco, on est entre ces deux modèles, en restant malgré tout plus proche de l'économie linéaire quand même. Donc, une grande partie des produits vont se transformer en déchets et donc vont être éliminés dès leur première utilisation. Mais pour certains d'entre eux, ils vont être envoyés vers des filières de recyclage, ce qui va permettre un peu de récupérer de la matière. Et donc, cette matière va être réintroduite dans l'économie et donc dans la fabrication de nouveaux produits, avec une recyclabilité qui varie effectivement en fonction du type de déchet. Le verre, je l'ai dit tout à l'heure, va se recycler quasiment à l'infini, alors que le plastique va se dégrader au fur et à mesure d'un processus de recyclage. Donc, voilà, c'est une solution, mais ça ne peut pas être la seule solution, bien évidemment.
Donc, ce système d'économie, on va dire, il est partiellement circulaire et donc, à ce titre, pas totalement satisfaisant. Et donc, il convient de renforcer vraiment les actions et de développer les opportunités pour aller vers toujours plus de circularité. Et donc, j'en viens à ma dernière slide. J'ai repris le schéma précédent et on le voit, il coïncide en fait avec la hiérarchie des traitements des déchets, du plus vertueux d'un point de vue environnemental, on va dire, au moins vertueux, et met en avant le concept des 3 R. Donc, c'est le concept qui est au cœur de cette semaine européenne de la réduction des déchets: réduire, réutiliser et recycler. La bonne nouvelle, c'est que c'est compatible avec le développement de nouvelles activités et ça offre des opportunités de création de valeur. Ça implique évidemment le passage d'une société de production de biens à davantage de services. En fait, on va se focaliser plus sur l'usage. Donc, je sais que Annabelle et Sébastien et Kate rentreront dans des exemples un peu plus concrets pour montrer en fait quelle transformation en termes d'activité ça permet de générer. Et surtout, ça va permettre des coûts évités, hein, puisque comme l'a expliqué Antonia, cette activité, cette surproduction de déchets génère des coûts évités, des coûts, pardon, justement, qu'il faut éviter, notables à long terme, puisque le coût de l'inaction, tôt ou tard, il faudra bien le payer. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, la pyramide est quand même inversée, hein, puisque la part principale, c'est au niveau de l'incinération, puis le recyclage, puis encore de façon plus réduite, la réutilisation et encore moins la réduction. Tout l'enjeu, c'est essayer de rééquilibrer un peu les choses et de développer au maximum la réutilisation. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole à Annabelle qui va pouvoir présenter des exemples concrets sur les potentiels de développement d'activités dans ce contexte et de création de valeur. Merci Céline, c'est à Annabelle. Merci beaucoup en tout cas Céline pour cette présentation très claire. Annabelle? Annabelle avec micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Pas très fort. Là, vous m'entendez bien? Pas fort. Pourtant, j'ai... Attends, ça marchait bien tout à l'heure. Voilà, parfait. Ok, super. Alors, merci Guillaume et bonsoir à tous. Je vais en effet essayer d'aller un cran plus loin dans les solutions concrètes par rapport à ce que vient de nous présenter Céline. Mais avant cela, je voudrais juste, en introduction, rappeler que la thématique des déchets est au cœur de nos enjeux de transition énergétique. Si vous regardez ce camembert des émissions de CO2 en principauté, donc de gaz à effet de serre, vous verrez qu'on a à peu près trois tiers qui se répartissent de façon plus ou moins égale: la mobilité, l'énergie du bâtiment et les déchets. Donc, les déchets sont émetteurs de CO2 puisque, vous l'avez compris, Céline nous l'a expliqué, en étant incinérés, ils émettent du CO2 et au cœur de ces déchets, on a la problématique du plastique puisque les plastiques d'origine fossile libèrent évidemment du CO2 au moment où ils sont incinérés. Et donc, vous voyez que les plastiques, proportionnellement à l'ensemble des sources émettrices de CO2, c'est le principal facteur émetteur. Donc, c'est vraiment très important de se saisir à bras-le-corps de cette problématique et de voir comment réduire notre usage du plastique. Alors, pour cela, je voudrais vous présenter plusieurs pistes. Beaucoup s'inspirent de ce qui se fait à Monaco et j'espère donc vous donnera des idées. Ces idées reprennent les mots-clés qu'a rappelé Céline tout à l'heure et je vous propose d'aller un peu plus loin. Alors, l'éco-conception, c'est vraiment la première démarche qui doit mobiliser l'entreprise puisqu'elle consiste en fait à intégrer la protection de l'environnement dès la conception des biens ou des services.
Elle a pour objectif de réduire l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie, donc de l'extraction de la matière, à la production, à la distribution, à l'utilisation et à la fin de vie. Donc, c'est vraiment une autre façon de concevoir ces produits. Et vous avez ici quelques exemples, que ce soit la basket Adidas à base de déchets de plastique marin, une marque de bijoux qui n'utilisera que de l'or ou de l'argent 100% recyclé, de la même façon que Renette souhaite le faire pour ses emballages. Donc, ces pistes-là vous montrent que certains ont clairement franchi le pas de l'éco-conception. Que ce n'est pas une simple affaire parce qu'il s'agit derrière de récupérer la matière et on voit bien la difficulté, ne serait-ce que pour trier. Donc, voilà, récupérer cette matière, c'est des chaînes logistiques qui doivent se mettre en place et pas aussi facile. J'avais assez envie de vous montrer cet exemple que vous connaissez peut-être. C'était le pavillon monégasque à Milan, à la dernière conférence internationale. Et c'était, enfin voilà, là je pense qu'on est au cœur de l'éco-conception puisque le bâtiment a été pensé démontable pour pouvoir être réutilisé plus tard. On est typiquement dans l'éco-conception. Céline a beaucoup utilisé ce mot-là, il est évidemment au cœur de la démarche de réduction, c'est réutiliser. Réemployer, évidemment. Donc là, je voulais vous donner aussi quelques exemples qui commencent à être très connus de la plupart d'entre nous, mais qui méritent d'être largement plus encore répandus. Donc, bien sûr, le vrac qui permet de réutiliser ces contenants pour éviter les emballages inutiles. Ce qui est intéressant aussi de prendre en compte dans le vrac, c'est le consommateur a le choix, la réelle des quantités qu'il désire consommer, donc ça évite le gaspillage. Et puis la consigne. Alors je sais que pour certains, ça paraît encore un peu comme un retour en arrière. Moi, j'appellerais ça plutôt un retour vers le bon sens. Il existe et il revient et à l'échelle individuelle, et aussi à l'échelle industrielle. Vous voyez par exemple cet exemple de solution de consigne industrielle, usage. Voilà, c'est des solutions qui sont de plus en plus proposées aussi aux entreprises. La consigne, c'est vraiment une matière récupérée de meilleure qualité que le tri, puisque elle est récupérée à la source et elle permet vraiment de réduire la matière et les émissions de CO2 qui lui sont liées. Réutiliser, on peut continuer à regarder les nombreux exemples, c'est aussi allonger la durée de vie et d'usage des produits. Je vous donne quelques exemples ici, que ce soit donc l'occasion, la seconde vie, la location, la réparation dans les ressourceries, et certains magasins commencent vraiment à ouvrir ces espaces réparation. Ça, c'est vraiment évidemment très intéressant, très impactant pour réduire l'impact sur la matière. Les initiatives sont nombreuses. Elles s'inscrivent de plus en plus dans des logiques industrielles. Les exemples que je vous ai mis, que ce soit Interface qui propose une seconde vie à des dalles de sol non souillées via des ressourceries, ou Seb, mais voilà, pardon de mes exemples, c'est pas des partis pris parce qu'il peut y avoir Darty. Enfin, heureusement, ces exemples sont de plus en plus nombreux. Ça oblige aussi les industriels à s'engager sur une réparabilité de leurs produits plus longtemps. Donc, on s'éloigne là de l'obsolescence programmée des produits, et tout ça a évidemment un impact très fort puisque quand on regarde le bilan carbone d'un produit, en général, le plus fort est au moment de sa production. Donc, évidemment, plus vous l'utiliserez, plus vous réduirez son impact carbone tout au long de son cycle de vie. Je voulais vous parler aussi d'écologie industrielle. Alors d'abord avec un exemple à droite sur l'écran qui peut paraître assez lointain de chez nous, c'est l'exemple de Kalundborg au Danemark qui fait un peu office de la référence en matière d'écologie ou de symbiose industrielle et qui date pourtant des années 70, quand les entreprises présentes sur ce territoire ont réalisé que leur proximité géographique et leur complémentarité rendaient possible des échanges de matière et d'énergie,
qui leur permettait de minimiser le coût d'achat de la matière première pour l'une et celui de la gestion des déchets pour l'autre. Donc, vous voyez sur ce petit schéma toutes les synergies qui sont trouvées. Une qui fait écho à ce que nous a décrit Céline Varregnaud, c'est la valorisation énergétique de la chaleur, qui est notre cas, bien évidemment, à Monaco. On a une usine d'incinération, mais on récupère la chaleur et ça, c'est vraiment important. Et puis, je voulais vous donner cet exemple qui peut paraître tout à fait anecdotique, mais pourtant plein de bon sens. C'est quand on a mis autour d'une table différents acteurs du tourisme. Il y avait le Grimaldi Forum et les acteurs du jumping de Monaco. Eh bien, l'un a souhaité récupérer les tapis rouges de l'autre pour une seconde vie. Donc, voilà, de cette grande logique industrielle à ce petit exemple, on voit le champ des possibles. Je voulais vous parler d'une autre économie, c'est l'économie de fonctionnalité. Ça paraît un nom un peu pompeux et pourtant on la pratique de plus en plus tous les jours. Il s'agit de vendre l'usage plutôt que la propriété. Et quand je vous disais qu'on la pratique de plus en plus tous les jours, eh bien c'est les sociétés d'autopartage ou de vélo partage qui en sont le meilleur exemple. Et on a bien sûr notre Monabike à Monaco qui vend ce service d'utiliser un vélo. Mais c'est des choses qui sont connues aussi. Vous n'êtes pas forcément très, très attentif, mais que ce soit un Philips, un Xerox qui nous vend non plus une imprimante ou une lumière, mais une intensité lumineuse ou un nombre de papiers à imprimer. Vous avez aussi des logiques industrielles comme cet exemple de la Forésienne qui produit la fourniture et l'entretien de lames de scie. Ce qui est intéressant là, vous imaginez bien, c'est que le business model de l'entreprise évolue puisqu'il s'articule sur la vente du service. L'entreprise assure la maintenance, la réparation des machines, tout en limitant la production de celles-ci. Et donc, cela permet aussi de réduire le coût d'accès à de nombreux services. Donc, vraiment des évolutions qui sont tout à fait intéressantes à suivre avec ce dernier qui avait fait un peu parler de lui, de bocage. C'est vrai qu'on a encore du mal à s'imaginer louer nos chaussures et pourtant, c'est possible. Donc, voilà, là aussi, on peut imaginer plein de choses très intéressantes. Enfin, et je finirai là-dessus, évidemment, tout ça ne peut pas se faire sans informer le consommateur et le rendre complice de ses comportements responsables, de le rendre acteur. Alors bien sûr, il y a de l'affichage environnemental comme le fait beaucoup Decathlon et notamment sur notre territoire. J'avais envie de vous citer cet exemple de Patagonia qui avait été assez marquant puisqu'en l'édition 2011 du Black Friday, eh bien, Patagonia avait publié cette annonce audacieuse que vous pouvez voir à l'écran qui invitait les consommateurs à ne pas acheter leur veste. Donc, sous l'image de la veste, il y avait quelques informations pour expliquer pourquoi ne pas acheter. Et parmi les facteurs rémunérés, on avait la quantité d'eau nécessaire pour produire la veste, suffisamment pour combler les besoins de 45 personnes, les besoins quotidiens, les 20 livres de dioxyde de carbone émis, 24 fois de plus que le poids de la veste, la quantité de déchets produits, 2 tiers de son poids en déchets, etc. etc. Voilà, et c'est vrai que Patagonia, c'est clairement placé dans le cadre d'une entreprise à mission, dont la mise en œuvre de solutions à la crise environnementale. Alors, est-ce que je devrais vous le dire? Oui, parce que ça fait écho au titre de ce webinaire, mais on pourra dire que l'annonce n'a pas complètement atteint son objectif puisque les ventes ont augmenté de 30% après cette campagne. Donc, cela fait réfléchir sur l'impact d'un tel positionnement sur l'esprit du consommateur qui est de plus en plus demandeur sur ces sujets. Voilà, j'en aurais fini là, mais pour vous dire que c'est bien la mission aussi de la mission pour la transition énergétique que j'ai l'honneur de diriger, que de proposer aux entreprises de la principauté d'avancer dans cette direction dans le cadre du pacte national. Et j'invite toutes celles qui ne l'ont pas encore fait à signer le pacte. Et sachez que dans le cadre du plan de relance, nous allons prochainement vous proposer un accompagnement un peu plus poussé dans la transition énergétique. Voilà. Merci beaucoup, Annabelle. Merci pour cet exposé tout à fait complet. Donc maintenant, nous allons passer à d'autres intervenants extérieurs qui sont tout à fait intéressants. Donc le prochain, eh bien, ce sera Sébastien Hucher.
de Decathlon, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Hop, merci à tous. Donc, Decathlon, effectivement, on a récemment changé notre sens et de rendre les bénéfices et les plaisirs du sport accessibles à tous aujourd'hui. On a ce sens de les rendre durablement accessibles à tous et du coup, ça change pas mal de choses dans notre manière de concevoir les produits de sport, de concevoir l'avenir de notre entreprise. Donc, on a décidé aujourd'hui de faire un plan de transition qui nous amène à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 2020, entre 2016 et 2030. Mais en tout cas, c'est un plan de transition qui est fort de 2020 à 2026, puisqu'on s'est engagé à créer 100% de produits éco-conçus à 2026. Donc, c'est un gros challenge qui aura effectivement un effet sur notre production de déchets. J'ai choisi effectivement de vous parler, de penser les déchets à travers tous les angles d'attaque, que ce soit l'éco-conception de produits, la différence de conception de packaging et puis la gestion des déchets très concrètement dans les magasins français et le magasin monégasque. Decathlon, c'est plus de 90 000 tonnes de production de vêtements issus de polyester, de plastique chaque année, plus de 32 000 tonnes de produits sportifs plastiques et plus de 12 000 tonnes de packaging. On produit globalement plus de plastique qu'une société Lego que la société Lego à l'international. Et puis, comme le rappelait Annabelle, Patagonia a explosé ses ventes en communiquant les actions concrètes qu'ils mettaient en place pour protéger l'environnement. C'est effectivement un vrai sujet de société aujourd'hui. Tout le monde souhaite consommer mieux, mais souhaite le faire aussi des fois en regardant un petit peu le portefeuille, et ce qui n'est pas toujours facile. Donc, nous, on a un vrai enjeu aussi sur ce point-là. Globalement, l'éco-conception de produits, vous avez cet exemple qui est frappant, qui nous permet de réduire la matière plastique sur un produit tout en conservant tous les bénéfices du produit et aussi de baisser son impact carbone. Ça, c'est une petite main de massage qui est un produit qu'on vend énormément chez Decathlon. Voilà, en repensant ce produit, on change complètement la donne sur l'impact carbone et donc sur la consommation de matière. Il y a aussi un enjeu d'élimination sur le packaging. Là, vous avez un exemple. Avant, après, voilà comment on recevait dans les magasins français, dans le magasin monégasque, les raquettes de badminton, et voilà comment on les reçoit aujourd'hui. Je vous ai mis quelques exemples comme ça, qui sont très concrets, qui parlent à tous. Vous avez cet exemple-là sur une frontale, donc un produit qui permet maintenant d'avoir un packaging qui sera réutilisé par le tracker, puisque c'est aussi des demandes de cette population-là. Un exemple forcément que vous connaissez tous, on en a parlé sur le recyclage, bien sûr sur le design du packaging, le design du produit. Un exemple monégasque, avant-après, il y a peu de temps à Monaco, on vendait encore des bouteilles d'eau en plastique à usage unique. Aujourd'hui, on ne vend plus ces bouteilles, on a mis une fontaine avec de l'eau qui est libre et accessible au public. Par contre, on vend des gourdes qui sont réutilisables, qui sont éco-conçues, qui sont fabriquées en France. Et le fait d'avoir fait ce choix-là, c'est moins 60%, de déchets plastiques à usage unique sur la famille hydratation, la famille économique hydratation en magasin. Par contre, c'est plus 120% de chiffre d'affaires sur cette décision. Et ça nous a permis aussi de fournir en principauté des gourdes à des entreprises, des associations sportives qui ont eux-mêmes remplacé des contenants, des bouteilles en plastique à usage unique qui s'utilisaient dans leur club de sport ou dans leurs entreprises. Donc voilà, c'est une manière aussi de se réinventer et de trouver d'autres modèles pour faire du business. Nous, chez Decathlon, en 2018, on jetait 20 millions d'euros de produits sportifs. Il y a peu de temps encore. Donc, on a un vrai enjeu sur la seconde vie, sur l'occasion et sur notre manière de repenser la réparabilité des produits. Donc, on a un vrai enjeu là-dessus et il y a une grosse partie des équipes du développement durable qui, aujourd'hui, travaillent sur les process pour que la seconde vie, l'occasion, la reprise des produits sportifs aussi soit
disponibles dans l'ensemble des magasins français. L'occasion, je vous en parlais, c'est un marché qui est assez énorme en France, 245 millions d'euros. Nous, en 2018, on réalise 1,1% de part de marché sur ce pan de l'économie du sport. On n'était pas du tout, très peu en tout cas, et pourtant on était à l'origine. On n'était pas du tout, mais on était à l'origine, puisque depuis quasiment les débuts de Decathlon, on avait lancé le Trocathlon, donc on avait lancé la reprise des produits sportifs. On travaillait donc sur l'économie circulaire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a développé. Et donc, on s'est fait dépasser. Et aujourd'hui, il y a un enjeu de faire en sorte que ces Trocathlons, qui étaient des petites périodes qu'on retrouvait de temps en temps dans l'année chez Decathlon, soient des choses qu'on retrouve à l'année, qu'il soit possible de retrouver toute l'année des produits d'occasion, de ramener ces produits sportifs et d'en trouver au jour le jour. Et puis là, on vient sur quelque chose de très banal. Tout à l'heure, Céline nous disait qu'on aurait la possibilité de tracer le poids des déchets des entreprises monégasques. Et tout ce qui ne se mesure pas ne s'obtient pas, vous le savez. Et je pense que ça va changer la donne. Parce qu'en France, aujourd'hui, effectivement, quand on peut tracer les déchets, on arrive à avoir des résultats assez incroyables. Et là, je vous donne un exemple précis de Nicolas dans un magasin qui met en place la gestion de flux de déchets et qui du coup réduit drastiquement ces tonnes de déchets qui partent au DIB et donc économise plus de 2700 € sur l'année. En gros, vous avez là deux magasins. Hein. Un magasin qui trie ses déchets sur la Côte d'Azur avec son coût annuel de traitement de déchets versus un magasin qui globalement ne s'occupe pas de trier ses déchets. Donc nous, il y a aussi un intérêt, il y a aussi de toute façon un intérêt économique à bien trier ses déchets, à trouver des flux et même à trouver des prestataires locaux, des artisans qui récupèrent certains types de déchets. Je vous parle aujourd'hui de la Vie et Belt, qui est une entreprise qui récupère nos pneus de vélo usagés pour en faire des ceintures. Donc voilà, on a plein d'exemples comme ça. On a aussi maintenant des prestataires qui récupèrent le carbone. On peut vous citer plein de choses sur ce sujet-là. Et comme le rappelait Annabelle, on travaille énormément aujourd'hui sur l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Comment on fait en sorte que nos produits sportifs restent durablement sur nos écosystèmes, sur nos zones d'influence. Comment un vélo qui est vendu à Monaco reste sur la principauté et revient potentiellement au magasin. Comment on travaille la réparabilité des produits. Là, aujourd'hui, on a un projet assez incroyable sur un casque qui serait un casque de vélo qui serait réparable à l'infini. Et ce n'est pas un casque qu'on vend, c'est un casque qu'on met à disposition au sein d'un écosystème avec des agglomérations, avec des assurances qui s'occupent de ces sujets-là. Donc, on travaille de plus en plus sur la fonction du produit et non sur la vente du produit. Voilà, pour moi, j'en ai fini. Merci beaucoup, Sébastien. C'était, je pense, un exposé assez impressionnant. C'était vraiment l'application concrète de comment arriver à avancer vers une économie circulaire, mais surtout à recycler les déchets et à en faire un argument économique. Je pense que ça va particulièrement intéresser nos entreprises. Donc, vraiment bravo. Alors, il me reste à passer la parole à quelques intervenants encore, et notamment Kate Powers, qui elle aussi agit pour le développement durable en principauté depuis déjà longtemps. Kate, c'est à vous. Bonsoir tout le monde, merci Guillaume. Merci. Voilà, là vous avez écouté tous les professionnels. Maintenant vous avez la restauratrice passionnée. Et voilà, je vous explique un peu ce que l'engagement du Stars and Bars en matière de gestion des déchets. Et elle s'effectue en trois façons. En premier, nos gestes internes. En deuxième, notre sensibilisation du public. Et en troisième, nos actions communautaires. Alors, en premier, nos gestes internes comprennent recyclage de papier, de batteries, bouteilles en verre, plastique s'il y a. On essaie de ne pas en avoir. Des livres aussi qu'on partage avec nos clients et notre huile de cuisson. On fournit aussi des conteneurs réutilisables à nos fournisseurs qui peuvent utiliser pour nos livraisons au lieu qu'ils livrent dans des cartons jetables. Nous compostons et nous l'utilisons pour notre potager qui est devant le restaurant et on en donne aussi à nos clients. Nous filtrons notre eau depuis quelques années pour éviter les déchets de bouteilles en plastique et le transport, bien sûr. Nous donnons une réduction sur nos additions pour éviter le gaspillage alimentaire. Par exemple, si vous commandez un hamburger et vous demandez sans le pain,
c'est 50 cents en moins. Et sans l'accompagnement, les frites, c'est moins 2 €. Parce que comme ça, on peut éviter vraiment le déchet parce que c'est incroyable combien on jette, comme vous savez. Nous avons aussi, bien sûr, le Doggy Box qui vient de la mairie pour inciter les clients aussi à ne pas jeter et pour emporter chez eux. Nous avons aussi des contenants pour nos plats emportés qui sont biodégradables et nous mettons une petite taxe pour démotiver. Nous vendons aussi des beaux mugs à café réutilisables au prix coûtant. Et puis, nous avons une boisson qui s'appelle la kombucha qu'on vient de faire, qu'on fait ici sur place. C'est un probiotique. Et si les clients utilisent les bouteilles, nos bouteilles qui sont réutilisables, ils ont une remise ou c'est un meilleur prix. Nous travaillons aussi avec notre gouvernement sur un projet pour avoir des contenants à emporter réutilisables et consignés pour éviter encore des déchets. Nos menus sont numériques et pour éviter le papier, car nous changeons régulièrement nos plats et notre menu. Nous avons beaucoup d'activités pour les enfants, création de décorations à partir de matériaux recyclés comme des bouchons, des bouteilles de lait, des rouleaux de papier toilette, etc. Et nous n'avons plus d'affiches en papier ou autres publicités imprimées, car nos messages publicitaires sont sur les écrans de télévision ou dans notre menu numérique. Notre électricité est verte et d'origine renouvelable et plus économique dans le long terme. Nous avons fait une rénovation générale du système de clim et chauffage et ça nous donne 50% de réduction sur notre consommation électrique. Deuxièmement, notre sensibilisation du public, ça comprend notre association Monacologie que nous avons créée il y a 16 ans pour sensibiliser plus de 1000 enfants chaque année à l'environnement. C'est un petit village qu'on a créé et qui est là, qu'on met devant le Stars and Bars chaque année. Et grâce à notre coopération avec l'éducation nationale, le gouvernement, les associations et le secteur privé, nous pouvons mettre ça en place toutes les années. Ainsi que nous organisons aussi des conférences et des ateliers que nous appelons EcoHub, que nous organisons sur place pour encore plus sensibiliser. Beaucoup de communication régulière sur nos réseaux sociaux. Et troisièmement, maintenant, c'est nos actions communautaires. Par exemple, nous avons commencé un petit groupe qui s'appelle les Eco Angels. C'est des bénévoles qui sont mis en place chaque année pour soutenir la communauté en organisant des ramassages de déchets et pour soutenir la SMA, la SMA, c'est notre Société monégasque d'assainissement, Céline. Et ça, c'est surtout après les grands événements. Par exemple, le Yacht Show et le Grand Prix, nous sensibilisons au Yacht Show chaque année. Les dernières années, nous avons pu sensibiliser en distribuant des cendriers de poche offerts par la mairie pour justement ne pas jeter les mégots par terre ou dans la mer. Et une deuxième année, nous avons distribué des gourdes pour éviter les bouteilles en plastique. Voilà, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre ce samedi à 28 pour un ramassage à 15h15 devant le Stars and Bars. Tout le monde est invité à venir nous participer avec nous. Et l'année dernière, c'était notre première participation à la CERD, à la Semaine européenne de réduction des déchets. Et c'est grâce à ma collègue Annette du Stars and Bars qui m'a soumis cette idée. Et de là, nous avons créé le Monaco Green Team pour qu'on puisse tous participer à cet événement. Alors, je veux aussi remercier notre gouvernement qui nous a aidés à tout coordonner. C'était, voilà, on est sur notre deuxième année. Et pour finir, j'ai été aussi élue ambassadrice du pacte de la mission de la transition énergétique pour aider la principauté
à réduire de 50% son empreinte carbone et d'ici 2030 et pour atteindre une neutralité d'ici 2050. Voilà un peu ce que nous avons fait les dernières années et il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous dire. D'abord, nous sommes très fiers de participer avec vous tous et merci beaucoup de votre écoute et de votre invitation, Guillaume et la MEB, de la business. Merci beaucoup pour cet exposé très complet. Je pense que les actions du Stars and Bars sont absolument impressionnantes et vous avez été aussi, je tiens à le dire, un très grand précurseur en termes de réduction des déchets, de pensée durable, de développement durable. Vous êtes vraiment la personne qui porte ce drapeau à Monaco et nous pouvons trop vous en féliciter. Alors, il me reste à passer la parole à notre dernier intervenant, Monsieur Bruno Nabet. Monsieur Bruno Nabet qui a créé 3S Innovation et qui va nous en parler. Bruno, c'est à vous. Merci Guillaume. Alors, c'est toujours difficile de terminer. Donc, ce que je vais essayer de faire dans le cadre de mon intervention, c'est de présenter 2 axes de travail qui concernent la réduction des déchets et le potentiel d'affaires de l'économie monégasque. Sur ces 2 axes de travail, donc, il y a le premier qui concerne la réduction des déchets à la source. C'est tout à l'heure, comme le disait Antonia, c'est ce qu'il y a de mieux, et également ce que disait Céline. Mais une fois que les déchets sont produits, il s'agit également d'essayer de trouver une deuxième vie à ces déchets et transformer le mot déchet, ne plus parler de déchets, mais parler de matières premières secondaires. C'est ce qu'on utilise dans le jargon pour essayer de donner une seconde vie aux déchets. Donc j'ai choisi de vous présenter 4 projets potentiels pour l'économie monégasque qui sont issus d'études réalisées pour la mission pour la transition énergétique par 3S Innovation. Et ces études, elles ont concerné tout d'abord les emballages à usage unique et d'autre part les déchets plastiques, puisque tout ce qui a été présenté aujourd'hui a montré quand même que les plastiques avaient une part importante dans les émissions de CO2 d'origine fossile. Et à Monaco, cela représente quand même 23% de l'ensemble des émissions. Si on fait un zoom sur le plastique à Monaco, il y a quand même 5000 tonnes de plastique qui sont issues de la principauté, qui sont incinérées chaque année. Ça correspond à peu près à 17% en masse des déchets. Mais malheureusement, leur influence sur les émissions est beaucoup plus grande puisque c'est 90% du CO2 d'origine fossile qui sont émis par l'incinérateur. Donc, je vais m'attarder sur 4 projets. Les 2 premiers concernent la réduction des déchets à la source. Les 2 suivants concernent la réutilisation des déchets pour en faire des matières premières secondaires. Donc, le premier sujet concerne les emballages à usage unique. Tout au long de cette année, avec la mission pour la transition énergétique, nous avons fait une étude sur le territoire monégasque sur ces fameuses lunchbox. Ces emballages qui sont utilisés par les populations qui viennent à Monaco pour travailler, et puis avec à peu près 35 000 personnes qui viennent chaque jour à Monaco, la population double, et il y a près de 2 millions de boîtes par an qui sont achetées chaque année à Monaco, et cela correspond quand même à 50 tonnes de déchets qui sont souvent plastiques, parfois carton. C'est quand même 1% des déchets plastiques en principauté, et l'usage de ces lunchbox, c'est essentiellement pour les salades, les plats chauds, les desserts et les plats froids. Chaque emballage pèse en moyenne 25 grammes. On a fait une étude assez détaillée sur l'ensemble de ces emballages, et notamment le Stars and Bars y a participé. Et un des potentiels d'affaires qu'il peut y avoir en principauté, c'est justement le développement de boîtes consignées pour faire en sorte de rentrer dans un cercle vertueux et de supprimer ces emballages à usage unique qui comblent l'ensemble des poubelles de la principauté. Ensuite, le deuxième sujet concerne le remplacement des films de palettisation. Donc, les films de palettisation, c'est typiquement ce que l'on voit à l'écran, sont ces films qui permettent de s'assurer que les cartons ne bougent pas sur les palettes. Et ça correspond, lorsqu'on a fait l'étude sur les déchets plastiques à Monaco, on a fait une étude sur près de 26 acteurs qui concernent aussi bien l'industrie, la grande distribution et le bâtiment. On a pu constater qu'il y avait près de 160 tonnes par an de déchets plastiques qui étaient issus de ces films de palettisation. C'est quand même 3,2%
des déchets à Monaco, avec des contributeurs qui étaient relativement gros, 33 tonnes pour le plus gros contributeur, 21 tonnes pour le second. Et on a constaté qu'il y avait des démarches assez intéressantes, notamment chez Decathlon. Sébastien Huchard fait partie de l'enquête et nous a présenté des solutions de substitution de films de palettisation par des sangles tissées ou des bracelets élastiques réutilisables. C'est une voie qu'il faudrait essayer d'amplifier et essayer de faire en sorte que cette solution fasse des petits sur la principauté. Troisième projet, donc là, on ne parle plus de traitement à la source, mais plutôt de valorisation des déchets, c'est-à-dire transformer des déchets existants en matières premières secondaires. Donc là, toujours par rapport à l'étude que nous avons pu faire, on a constaté que la plus grosse quantité de déchets dans l'étude que nous avons faite auprès des industries du bâtiment, c'est que les déchets en carton représentaient 1340 tonnes par an sur la principauté. Alors, souvent, ces déchets carton rentrent dans des filières de recyclage, mais on pourrait imaginer remplacer certains flocons en polystyrène qui sont utilisés pour caler des composants, des produits finis, par du carton qui, après une toute petite transformation qui consiste à le transformer en frisure, permettrait de caler certains produits. C'est une démarche qui a déjà été initiée par Acepta et Conti, qui sont deux sociétés monégasques qui utilisent justement du papier pour caler certains produits au lieu du polystyrène expansé. Et puis, une dernière illustration, toujours sur la valorisation des déchets. On reste dans le domaine des films polyéthylène. Alors, on utilise les films polyéthylène pour la palettisation et le regroupement de certains cartons, mais le polyéthylène est aussi utilisé dans les différents magasins qu'il y a à Monaco, puisqu'on appelle cela des polybags. Ce sont ces enveloppes plastiques qui permettent de protéger des vêtements. Et pour avoir expérimenté ce type de valorisation des déchets en France, c'est quelque chose qui est validé, qui est aujourd'hui en place et que l'on pourrait faire à Monaco, c'est-à-dire mettre en balle les films de polyéthylène. Une fois ces balles réalisées, broyer, laver et extruder ces films de polyéthylène pour en faire un granulé. Et ce granulé peut être utilisé dans une certaine proportion avec de la matière vierge pour réaliser d'autres produits, typiquement des sacs poubelles. Alors, ce n'est pas quelque chose qui serait complètement nouveau à Monaco, puisque cette année, il y a eu des initiatives qui ont été faites par Carrefour et Casino, justement en investissant sur des presses à balles afin de réutiliser ces films polyéthylène qui sont générés en grande quantité, notamment dans la distribution. Et pour finir, je voulais partager avec vous quelques autres bonnes pratiques en principauté qui ont été observées dans le cadre de cette étude avec la mission pour la transition énergétique. Et donc, tout ce qui est à droite du slide, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté auparavant. Donc, je vais m'attarder sur la colonne de gauche. Donc, par exemple, Decathlon a mis en place des choses pour mettre en rayon des produits de second choix à des prix préférentiels pour éviter justement de faire appel aux encombrants ou bien de jeter. Carrefour qui remplace des emballages plastiques par des emballages papier ou carton. Des transformateurs de matières plastiques qui broient leurs chutes et les rebuts de production avec des broyeurs en pied de presse quand le client est d'accord pour éviter justement d'avoir à jeter cette matière plastique. L'utilisation de gourdes également que l'on a vu étendue dans le domaine du bâtiment avec des fontaines à eau qui sont consignées pour tous les compagnons sur les chantiers. Et puis en dernier lieu, il y a beaucoup d'acteurs à Monaco qui interviennent pour justement recycler certains produits, que ce soit solides ou liquides. Je les ai cités en bas à gauche, je ne vais pas les lire, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il faudrait partager d'entreprise à entreprise. Voilà Guillaume, j'ai terminé. Merci beaucoup. Là encore, une présentation très complète, très intéressante. Je pense que la qualité de nos intervenants aujourd'hui honore les mébinaires du Monaco Economic Board. On a eu un nombre de questions en rapport, puisqu'on a reçu pas mal de questions. Alors, pour poser ces questions,
j'appelle mon directeur adjoint du Monaco Economic Board, je veux bien dire Monsieur Justin Hyman, qui a collecté de très intéressantes questions depuis que nous avons annoncé ce webinaire. Justin, c'est à vous. Merci Guillaume, bonjour à tous. Oui, en effet, on a collecté quelques questions depuis le début de ce webinaire. Donc, la toute première pour Céline. Avons-nous connaissance de la quantité de déchets incinérés qui auraient pu être revalorisés? À défaut, comment faites-vous pour mesurer l'efficacité des dispositifs de tri à Monaco? Alors oui, on a eu connaissance puisque la direction de l'environnement a réalisé ce qu'on appelle une caractérisation, c'est-à-dire un échantillonnage des déchets qui sont envoyés à l'incinérateur. C'était en 2016. Alors, je n'ai pas les proportions en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup de déchets recyclables qui finissent quand même à l'incinérateur parce que le geste de tri, finalement, n'est pas forcément bien acquis. Et une nouvelle caractérisation va avoir lieu normalement en 2021. Elle devait être faite en 2020, mais en raison de la crise sanitaire, elle a dû être décalée. Et puis, je pense que Bruno aussi pourra compléter éventuellement, parce que l'étude qui a été faite par 3S Innovation montre que ce qui est retrouvé quand même dans les poubelles monégasques, c'est quand même en bonne partie des déchets recyclables. Et puis, avec le système numérique dont je parlais en introduction, en fait, on va pouvoir davantage mesurer ce qu'il y a dans les différentes poubelles et qui sont les producteurs finalement, en gros. Hein. L'idée, ce n'est pas de fliquer, mais on aura une vision un peu plus précise des bons et des mauvais trieurs de déchets. Voilà. Mais je pourrais retrouver les chiffres pour la personne qui a posé la question si besoin. En tout cas, les proportions étaient quand même assez importantes. Merci Céline. Vous voulez compléter, Bruno? Non, je pense que Céline a dit l'essentiel. Parfait. Bon, on vous garde pour une autre question alors. Entendu. Céline, pendant que je vous ai, on a également une seconde question peut-être pour vous. Peut-on avoir des composteurs publics dans Monaco? Alors, avec les contraintes spatiales qu'on connaît à Monaco, c'est compliqué d'en mettre partout. Pour autant, on a développé, sous impulsion de la direction de l'aménagement urbain et puis même des autres acteurs, parce que la mairie avait déjà installé un composteur collectif, on a développé des solutions de compostage de proximité. Donc, il y a 2 composteurs collectifs qui ont été installés, un à la Fondation Albert II, un dans la résidence Les Terrasses de Fontvieille. On a aussi distribué une dizaine de lombricomposteurs. Donc, ça, c'est vraiment pour du compostage à domicile. Et il y a un projet d'installation d'un composteur collectif à Fontvieille dans le jardin. Donc là, c'est vraiment pour les habitants du quartier. Donc, c'est en train de se développer petit à petit. Mais voilà, il y a vraiment une contrainte d'espace qui fait qu'on ne peut pas non plus diffuser ce type de traitement des déchets aussi largement qu'on voudrait. Merci beaucoup. Une nouvelle question, donc peut-être pour Bruno et peut-être aussi Annabelle. Y a-t-il des alternatives déjà existantes pour la réduction des déchets alimentaires à Monaco? Donc Bruno, tout d'abord. Alors, moi, le sujet des déchets alimentaires, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise parfaitement. Je suis plutôt déchets plastiques. Je laisserai peut-être Annabelle répondre à la question. Très bien. Alors, Annabelle? Oui, merci. Les plus importantes qui ont été prises pour l'instant, c'est celle que Kate évoquait parce qu'elle l'a utilisée. Ce sont les doggy bags proposés par la mairie de Monaco à tous les restaurateurs. Ça, je pense que c'était vraiment une belle initiative et que beaucoup de restaurateurs ont joué le jeu et c'était important. Et puis, c'est celle aussi que j'ai évoquée et qui est en train de se répandre de plus en plus. C'est par exemple le vrac. La mise à disposition du vrac, donc on connaît à Carrefour, chez Biocop, qu'on connaît à Monaco, pardon, chez Biocop ou chez Carrefour, qui encore une fois permet, et ça c'est vraiment une habitude à laquelle il faudrait évoluer, de choisir exactement ce dont on a besoin. C'est ce que disait Kate aussi quand elle propose de moduler ces plats en fonction vraiment de ce dont on a envie. Voilà, donc oui, il y a de nombreuses initiatives en principauté et on peut certainement aller encore plus loin. Très bien, merci beaucoup. Je pense encore à une question pour la SMA. Quelle solution proposez-vous pour se séparer correctement des appareils électroniques usagés? Est-ce qu'il existe un endroit à Monaco spécifiquement pour les particuliers, mais également pour les entreprises? Oui, alors pour les particuliers, il y a un endroit, alors pour ce qu'on appelle les D3E dans le jargon, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, donc tout ce qui est petit électroménager au 2e étage du centre commercial de Fontvieille. Il y a le centre d'accueil des déchets ménagers qui se trouve rue du Gabian. Pour les entreprises, la SMA, mais comme d'autres
d'autres sociétés proposent des collectes de D3E. Et après, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de faire marcher ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, donc de s'arranger en fait avec son fournisseur, surtout pour les entreprises, pour qu'il récupère les anciens appareils lorsqu'il y a des nouveaux qui sont rachetés, parce qu'eux, normalement, ils ont des filières, ils sont tenus de trouver des solutions de recyclage pour les appareils qu'ils mettent en marché. Voilà. Très bien, on vient de recevoir en live une question. Où et comment est traité le recyclage récolté à Monaco, les plastiques et les cartons? Mais je pense que vous l'avez déjà à peu près répondu. Céline? Alors, c'est trié à Cannes, au centre de tri. Traité, ça va être compliqué parce que ça va dépendre du plastique. Le PET est traité pas au même endroit que le PEHD, mais on va rentrer dans des concepts peut-être un peu plus compliqués. En tout cas, le centre de tri, pour tout ce qui est poubelle jaune, donc plastique, carton, papier, alu, c'est à Cannes. Et après, en fait, c'est mis en balle en fonction des différentes matières et c'est envoyé vers différents recycleurs. Donc, ça va dépendre des périodes et des usines de recyclage qui se créent, qui se développent. Globalement, voilà, certains plastiques en France, d'autres en Europe. Voilà. Et pour compléter la réponse de Céline, pour certains industriels à Monaco, chaque industriel a développé ses propres filières de recyclage pour des déchets spécifiques. Je pense notamment à certains PVC, certains polystyrènes qui sont recyclés de manière complètement autonome par les industriels. Merci beaucoup, Bruno. Une question d'un autre type pour Antonia. Est-ce que vous pourriez nous dire justement quels sont les segments les plus porteurs en termes d'investissement en ce moment et surtout pour 2021? Est-ce que vous m'avez entendu? Thank you very much for the question and for the engagement this evening. When we think of investment opportunities, specifically for private or institutional investors, we would usually think of companies that are better than their peers in managing their waste and their waste footprint. And we've seen a lot of good examples in tonight's panel, but what we would looking at will be metrics such as related to waste management, recycling, carbon footprint, environmental policies, waste policies, and so on, to identify companies that are better in their industry at managing their waste footprint. So that would be one area. Another area, of course, will be the dedicated waste management companies and just thinking of, what is their role? What is the role they play in the overall value cycle, right? So we talk a lot about recycling. We talk about packaging and sustainable packaging and so on. So that will be really a second area. And I guess the third area I would point out is actually related a little bit to innovation and now starting to replace some of the non-degradable materials or some of the parts of the value chain that are not necessarily prone to waste reduction with the more sustainable equivalent. For example, we see a lot of biomaterials coming into the space. We see a lot of recyclable packaging, degradable packaging coming into the space. And we think there will be more and more of those technologies that are actually going to enable consumers and companies to have to think less about recycling potentially because they're going to have access to these technologies. So I would maybe come across these three areas. Thank you very much, Antonia. Merci beaucoup. Nous venons de recevoir encore une question en live d'un de nos participants. Donc, est-ce qu'il existe des actions pour réduire les déchets alimentaires des restaurants et des magasins comme Too Good To Go? Est-ce qu'ils ont été déjà mis en place à Monaco? Alors, pour cette question, on va la poser à Kate, peut-être? J'ai pas compris la question, excuse-moi. Alors, la question est quelles ont été les actions entreprises pour réduire les déchets alimentaires dans les restaurants, mais également dans les grandes surfaces et magasins? Je pense, comme on a dit, de tout ce qui est en vrac dans les magasins, c'est surtout d'acheter en vrac et d'emmener. Moi, j'emmène toujours mon petit sac que je peux réutiliser au lieu d'utiliser les sacs. Et dans le restaurant, franchement, c'est vraiment de commander ce qu'on a envie et pour moins jeter. Et what do you think? Je pense que c'est tout ça.
Et d'emporter à la Pour maison, parce que compléter. je dis à tout le monde d'emporter les plats à la maison. Ils peuvent donner au goûter à leurs enfants, les petits chicken fingers qu'ils n'ont pas mangés, ils peuvent les refaire et les manger au goûter. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et pour compléter, pardon, il y a, parce que la question portait aussi sur les exemples type Too Good To Go, il y a Eco Slow Wasting, j'ai toujours peur de mal le prononcer, mais qui est une plateforme justement où les invendus vont être proposés à des clients et ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire un peu comme ce que propose Too Good To Go. Merci beaucoup Céline. On a fait le tour des questions, je pense. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ou sinon, je laisse le mot de la fin pour Guillaume. Merci à tous, bravo d'avoir été avec nous ce soir. Je pense que la qualité de vos interventions a convenu d'après les nombreuses réactions que nous avons reçues en ligne, plus encore que nous en attendions. Je pense que vous avez tout à fait su convaincre nos auditeurs et nous vous remercions vraiment pour tout ce que vous avez exprimé. Alors, il est temps de se séparer, de vous remercier encore une fois et de vous dire à très bientôt pour un nouveau webinaire. Très bonne soirée à tous. Au revoir.